Donc venez nous rejoindre, Madame Morin, vous pouvez l'applaudir. Bon, et bien sûr, pour celles et ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions à la présidente ou à l'exécutif, il y a aussi toute la séquence de l'après-midi. Hein. Ce n'est pas non plus un mur qu'on met. Bonjour Madame Morin. Vous êtes politologue et spécialiste de l'opinion à la Fondation Jean Jaurès, comme j'avais dit tout à l'heure. Vous êtes autrice, entre autres, des essais « On aura tout essayé » et « On a les politiques qu'on mérite ». Aux éditions Fayard, hein, respectivement 2023 et 2022, des essais récents. Je vais enlever mon ordinateur, ça vous encombre. Des ouvrages qui explorent les impasses de notre démocratie et les voies, peut-être, pour la revivifier. Est-ce que vous avez amené votre livre pour le montrer, le dernier? Non? Ah non, j'ai oublié. Ah là là, vous auriez pu faire votre promo en direct. Là. Bon, on a tout essayé, donc au moins on le dit, on le nomme. Qu'est-ce que vous avez voulu décrire dans ce livre, Madame Morin? C'est un titre choc, un peu négatif, en tout cas, volontairement peut-être. On a tout essayé. Oui. Que dit-il de la France, de son climat politique? Qu'est-ce que vous avez voulu décrire? Alors, je suis partie de la question, la France est-elle ingouvernable, que j'ai posée en fait à un certain nombre de responsables politiques, de responsables syndicaux et même d'entrepreneurs, justement parce qu'on a cette impression d'être dans une impasse notamment démocratique, avec une difficulté de plus en plus grande à gouverner, en tout cas à fabriquer des décisions qui soient acceptées et acceptables pour la majorité de nos concitoyens. Et on le voit bien avec la réforme des retraites qui vient d'achever son parcours à l'Assemblée nationale. Finalement, on a le sentiment que chaque fois qu'une décision est prise, elle engendre des conflits sociaux, politiques et des tensions extrêmement fortes et peut-être à des niveaux de colère qui sont inégalés. Et finalement, cette réforme des retraites, à mes yeux, elle est bien l'illustration de ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre, c'est-à-dire qu'elle est le symptôme d'un certain nombre de mots qui sont beaucoup plus profonds et qui vont beaucoup plus loin. Ça n'est pas juste une question finalement de retraite et d'être pour ou contre la réforme des retraites. Il y a évidemment la question de la transformation du rapport au travail. Finalement, quand Nicolas Sarkozy gagne en 2007 avec le slogan « Travailler plus pour gagner plus », on voyait qu'à ce moment-là, une majorité de Français disaient « Si je peux gagner plus », je travaillerai plus. 60%, je crois, à l'époque, en 2008. Voilà. Et ça s'est inversé. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Donc, le rapport des Français au travail, bien sûr que la question du pouvoir d'achat se pose, mais elle n'est plus unique. Et la question de la qualité de la vie, à la fois au travail et en dehors du travail, est une question qui est extrêmement importante. La deuxième cause profonde de l'impasse dans laquelle nous sommes, je pense quand même, c'est que nous n'avons pas forcément acté la situation politique qui est issue des dernières élections, notamment législatives, c'est-à-dire la tripartition du paysage politique. Et cette tripartition du paysage politique, elle pose problème parce que nos institutions sont conçues pour fonctionner avec le bipartisme. Et donc aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est que quel que soit le président de la République, que ce soit le chef du bloc RN, le chef du bloc NUPES ou le chef actuel, en réalité, il gouvernerait contre la majorité de l'opinion. C'est deux autres blocs, quoi. Et au fond, si on veut vraiment aller à la racine, et je vais faire court pour laisser le temps de l'échange, à mon avis, il y a vraiment deux crises qui se conjuguent et qui expliquent la difficulté dans laquelle nous sommes. La première difficulté, c'est une crise de l'action publique. C'est-à-dire que à force d'accumuler la dépense publique, à force d'accumuler la complexité, les normes, la bureaucratie, etc., les Français ont le sentiment que lorsque le politique prend une décision, notamment au niveau national, c'est moins vrai au niveau des maires évidemment, mais que quand le politique prend une décision, elle n'est jamais appliquée dans un délai court, de manière compréhensible et avec un impact réel. Et ça, c'est vraiment un élément fondamental auquel il est difficile de s'attaquer, parce que s'attaquer à cela, ça veut dire s'attaquer aussi à l'empilement de normes qui
qui ont souvent une justification réelle, mais qui engendrent de la complexité et qui engendrent des difficultés, notamment pour les maires, mais aussi pour les entrepreneurs et pour les citoyens. Et puis ça impose de penser en fait la réforme de l'État. Et la réforme de l'État, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, qui nécessite d'être pensé dans sa globalité, qui ne peut pas être résumé dans simplement l'ajout de moyens publics supplémentaires, ni même dans l'ajout simplement de postes. Parce que on voit bien que, notamment par exemple à l'hôpital ou à l'école, l'équation ne se résume pas à cela. Et la deuxième crise qui est majeure et qui me semble être en parallèle de cette première crise, c'est la crise de la démocratie, c'est-à-dire la crise de la manière dont nous prenons des décisions collectivement. Nos institutions aujourd'hui n'arrivent plus à capter toutes les aspirations et les colères des citoyens et à les transformer en décisions publiques à la fois acceptées et acceptables par la majorité. Et on le voit bien avec la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les citoyens s'interrogent sur nos institutions, justement parce qu'un gouvernement peut imposer une réforme contre l'avis de la majorité des citoyens. Et donc c'est pour cette raison-là qu'un nombre croissant de nos concitoyens s'interrogent sur les institutions. Et je conclus là-dessus. Je pense que, pour le coup... Vous avez le temps, prenez votre temps, pas de stress. Non, mais je trouve que c'est plus intéressant d'échanger après sur cette base, parce que je suis sûre que tout le monde aura beaucoup de choses à dire sur ces éléments-là, et notamment des expériences concrètes vécues qui peuvent être intéressantes. Mais je pense que si on ne s'attaque pas à ces deux crises-là, eh bien, en fait, on va passer à côté du sujet. Et mon livre, pour en revenir à lui, se conclut quand même sur l'hypothèse qui a été évoquée de manière avec gravité par l'ensemble des interlocuteurs que j'ai eus. C'est l'hypothèse que, en 2027, Marine Le Pen soit élue. Et donc, évidemment, c'est pour ça que vous disiez le titre est un peu sans doute pessimiste, mais tous les interlocuteurs que j'ai eus, et d'ailleurs Marine Le Pen en fait partie, montrent bien que les responsables publics, notamment au niveau national, mais pas uniquement, ont un sentiment de perte de contrôle sur les événements. Après, vous rappeliez aussi dans une interview donnée dans Midi Libre, la Dépêche du Midi, pour ne pas le citer dimanche, je crois, que bon, les favoris 4 ans avant ne gagnaient jamais. Oui, c'est vrai aussi. Enfin, rarement ou jamais. Le paysage politique est... On est loin encore de la ligne d'arrivée. Oui. Bon. Oui, et puis pour le coup, quand Emmanuel Macron Enfin, 4 ans avant, personne ne pensait à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Oui, personne ne le connaissait. Personne ne le connaissait. Oui, aussi. Très bien. Il y a un niveau quand même de violence. Oui. De plus en plus, on le voit dans les manifestations, ça tourne en boucle sur les chaînes info. C'est inquiétant. Il y a une spirale de la violence. Pour les élus, pour les maires, de manière générale, c'est inquiétant. Alors, les élus font partie des boucs émissaires favoris de notre société, malheureusement. Donc, en fait, ils prennent une grande partie de la violence en pleine figure. Mais il y a ce qui est le plus inquiétant pour notre démocratie aujourd'hui, c'est que le pourcentage de citoyens qui considèrent que la violence est une arme légitime du combat politique croît, et qu'il est aujourd'hui au-delà de 1/3. Donc aujourd'hui, il y a plus d'1/3 des gens qui ne sont pas forcément violents eux-mêmes, mais quand ils voient de la casse dans les rues, considèrent que c'est légitime. Et ça, c'est un sentiment qu'on voit monter, notamment depuis l'épisode des Gilets jaunes, parce que le décryptage qu'un certain nombre de Français ont fait de cet épisode, c'est que quand les Gilets jaunes ont commencé à devenir violents, le pouvoir a fini par céder et concéder un certain nombre de milliards notamment. Et ça a été le cas aussi. Il y a une autre illustration qui est rentrée dans la mémoire collective, si je puis dire, c'est l'épisode de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, où finalement on a fait un référendum local
Le gouvernement a fait l'inverse de ce qui avait été décidé par la population locale, justement parce qu'il y avait une telle violence dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qu'il ne semble plus possible de sortir autrement de cette situation. Et ces éléments-là, il y en a plusieurs récents, ça justifie la violence. Et quand on arrive à ce niveau de justification de la violence, effectivement, il faut être inquiet. Et moi, je suis notamment inquiète pour les élus. Parce que je trouve que, je connais pas mal d'élus qui reçoivent des menaces en permanence. On sait que la violence monte crescendo et qu'on n'a pas le sentiment qu'on soit en capacité d'enrayer cette spirale. Et les maires, dans tout ça, dans ce contexte que vous venez de décrire, comment les maires plus spécifiquement et les maires d'Occitanie se positionnent dans un climat qui est tendu, quoi. Alors il y a un chiffre que j'aime bien rappeler parce que quand même ça fait plaisir. Les maires ont 72% de bonnes opinions, alors que les députés c'est 36, l'Union européenne c'est 50, les partis politiques c'est 18. Les syndicats, c'est 38. Donc les maires sont aimés, les figures encore important de le rappeler et appréciées. Néanmoins, on note, et notamment par le nombre de démissions, qui est surveillé, je pense, par l'AMF, un découragement d'un certain nombre de maires, peut-être plus marqué qu'auparavant. Parce que finalement, les maires sont pris en étau entre, d'un côté, des citoyens qui sont dans la difficulté et qui sont très exigeants, et de l'autre côté, finalement, une action publique, comme je disais tout à l'heure, qui est complexe, qui est parfois défaillante, un État qui est parfois éloigné, voire incompréhensible. Et ça, du coup, les maires font le lien entre ces deux contraintes, entre guillemets, et c'est quelque chose d'humainement qui peut s'avérer humainement très compliqué. Il y a un rapport de plus en plus compliqué, vous me disiez, lors de l'entretien préalable, entre les communes, enfin le bloc communal de manière générale, et les services de l'État. Vous disiez, les élus locaux sont confrontés à un État trop lourd là où ils ne devraient pas être, les normes, les contraintes, et sont confrontés à un État qui n'est pas là où on l'attend, qui est défaillant sur l'essentiel. L'événement et la discussion qui vient d'avoir lieu finalement démontre cela, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de soutien. Donc c'est ce que fait la région et ce qui a été très bien expliqué. Il y a énormément de besoins et en même temps donc que l'État ne remplit pas forcément du coup et en même temps il y a énormément de contraintes, énormément de règles, de normes qui font que on peut être découragé. C'est avec les meilleures intentions du monde et avec un projet clair, on peut se dire finalement je baisse les bras. Mais par rapport à d'autres mandats, me disiez-vous aussi, un élu local ou régional a un peu plus de temps pour agir par rapport à d'autres mandats. Et puis les maires sont, pas toujours, mais les maires sont souvent réélus. Donc ça donne un peu de perspective aussi dans l'action. Un des maux dont souffre la politique actuelle, c'est que lorsque vous êtes ministre, vous savez que vous allez rester peut-être pour 1 an, voire moins. Et donc, dans ce cas-là, comment est-ce que vous arrivez à inscrire votre action dans le temps ? Vous savez très bien que lorsque les décisions que vous prenez porteront leurs fruits, vous serez sans doute pas là pour les récolter. Et ça, pour le coup, c'est cette instabilité, notamment ministérielle, mais pas uniquement, ça nuit à l'action publique et ça enferme encore plus les élus nationaux et notamment les ministres dans cette fuite en avant qui consiste à réagir à la polémique du moment et à être enfermé dans le tourbillon des médias sans en sortir, quitte à être déconnecté finalement du quotidien des Français. Et toujours en restant sur le domaine des maires, qu'est-ce qui est le plus dur dans ce mandat, puisque vous faites des études d'opinion, vous faites plein de sondages, d'enquêtes, qu'est-ce qui remonte du terrain, qu'est-ce qui devient le plus dur ? Ce qui devient le plus dur, je pense qu'il y a un aspect, logistique, juridique, de compréhension de la machine de la décision publique, ça c'est clair, mais ça a toujours été le cas. Sans doute qu'avec l'empilement des normes et des réglementations, ça devient de plus en plus dur, mais je n'en suis pas absolument sûre. En revanche, ce qui est très net, c'est la déconsidération
de la fonction, c'est-à-dire que lorsque vous étiez élu, quel que soit l'échelon, il y a 15 ans, 20 ans, ça voulait dire quelque chose aux yeux de vos concitoyens. Et aujourd'hui, les Français, y compris pour les maires qui sont pourtant aimés, on a le sentiment qu'ils les considèrent comme finalement un service et qu'ils sont des ayants droit face à ce service et sans avoir jamais aucun devoir. Et ça, c'est un élément qui est beaucoup plus psychologique du coup, mais qui, à mon sens, justifie notamment le fait qu'il y ait pas mal d'élus qui puissent se décourager avant même d'avoir atteint la fin de leur mandat. Vous dites qu'il ne faut pas oublier les maires des petites communes. Il y en a beaucoup en Occitanie. Enfin, il y en a beaucoup partout en France, mais il y en a beaucoup aussi ici. Pourquoi cette pensée pour les maires de petites communes ? Parce que en fait, ils sont au contact du terrain. C'est le fil rouge en fait de toute cette matinée. Mais la proximité, c'est un élément fondamental. Plus vous vous élevez dans les échelons du pouvoir, plus le risque de l'enfermement, qui est un risque mécanique et structurel, le pouvoir isole. Plus ce risque-là est important, et plus il faut lutter en fait pour se mettre au contact des citoyens. Quand finalement vous êtes maire d'une petite commune, l'un dans l'autre, vous voyez vos concitoyens au quotidien. Lorsque vous êtes ministre, vous pouvez passer votre vie sans rencontrer un vrai citoyen, entre guillemets. Vous faites des déplacements qui sont calibrés, et donc il faut lutter contre soi-même et contre la tentation de l'enfermement et de la déconnexion. Et ce procès en déconnexion, c'est quand même l'un des procès majeurs que les Français font à leurs élus, à tort ou à raison. Et comment rester connecté alors ? L'exercice de ce matin est un bon exercice finalement, c'est organiser des temps d'échange avec les concitoyens, les maires qui sont en prise directe avec eux, c'est aller sur le terrain. Et ça, pour le coup, pour avoir travaillé à Matignon, je peux vous dire que ça n'est pas, ça n'est pas naturel, ça se fait pas de soi, il faut le décider. Une première réaction, Madame la Présidente, à cette intervention de Madame Morin. Je pense que sur la question de la violence que subissent les élus locaux, il pourra y avoir plusieurs témoignages plus pertinents que le mien dans la salle. Jean-Marc, toi aussi, en tant que président de l'association des maires, tu reçois souvent beaucoup de témoignages, c'est certain. Après, sur la question des normes, là aussi, je pense que là, vous pouvez, sur l'empilement, la complexité administrative, vous allez pouvoir aussi donner des témoignages, mais je prends ma part, y compris parfois sur la complexité administrative que la région peut imposer. Alors même si on essaye de faire des progrès, on est encore à l'écoute, justement, pour essayer de simplifier. C'est pour ça que c'était important dans ce temps qu'il y ait ce moment d'échange direct entre une présidente de région et les maires, mais qu'il y ait aussi un échange direct entre l'ensemble des élus régionaux, de l'administration régionale et les maires, pour que parfois vous fassiez toucher du doigt certaines complexités administratives qui peuvent être demandées dans l'élaboration de dossiers de demande de subvention, et ainsi de suite. La norme, elle est produite au niveau de l'État. Moi, je voudrais revenir sur deux sujets, sur la question de la crise de la confiance publique et sur le sentiment de décorrélation, de déconnexion complète des élus. Moi, je crois que ça, c'est vraiment fondamental de redonner des preuves à nos concitoyens que oui, la politique peut changer la vie. Alors, quand on est président de région, on n'a pas tous les pouvoirs, puisqu'il y a des pouvoirs qui sont de niveau national. La définition d'une politique de santé publique, c'est un pouvoir national, c'est un pouvoir gouvernemental. Nous, la région, nous pouvons aller dans les interstices prévus par la loi, c'est-à-dire de vous aider à créer des maisons de santé, centres de santé, de recruter des médecins ou de former des professionnels de santé, ce qui est prévu par la loi. Mais là, il faut être clair que la santé est une compétence gouvernementale, nationale. Et c'est important. Moi, en tant que présidente de région, je ne demande ni de régionalisation de l'éducation nationale, ni de la santé. Je pense que ce sont deux piliers de la République qui doivent être définis à l'échelle de la nation. Mais pour autant,
on a des moyens quand même quand on est président de région, surtout de grandes régions, parce que 6 millions d'habitants, c'est quand même plus grand que 13 pays européens, il faut le rappeler. Et par exemple, sur le sujet des transports, sur le sujet de l'économie, c'est là où nous avons quand même le plus de pouvoir. Nous n'avons pas la totalité des pouvoirs parce que nous sommes dans un pays décentralisé, nous ne sommes pas dans une république fédérale comme en Allemagne. Donc un président ou une présidente de région, même sur ces sujets-là, ne peut pas décider de tout. Le mot de la fin, il revient toujours quand même à l'État. Sur un pays centralisé, vous voulez dire. On est sur un pays centralisé. Oui, on est sur un pays qui est unitaire, qui est centralisé, qui est décentralisé par certaines actions, mais qui en plus, depuis Emmanuel Macron, quand même, objectivement, a été recentralisé. Voilà. Voilà. Mais par exemple, sur la question des transports, la politique tarifaire, ça c'est une volonté politique que nous avons. Quand je dis que nous faisons 13 millions de voyages à 1 euro maximum, en termes clairs, c'est parce que la région est complète. La gratuité des transports scolaires, c'est parce que c'est la région qui paye. Et là, c'est la démonstration que par une politique volontariste, on peut avoir des effets, parce que quand il y a 13 millions de personnes qui ont pris le train plutôt que la voiture en termes d'impact CO2, c'est quand même très significatif, et en termes aussi de pouvoir d'achat, parce que là, on a eu le week-end du 8 mai où exceptionnellement le train, donc c'était Chloé, tous les premiers week-ends du mois, le train est à 1 euro pour toute la population. Et là, comme c'était le 8 mai, on a fait sur 3 jours. Mais là, le nombre de personnes qui se sont dit, tiens, je vais aller découvrir tel village, voir tel musée, ou aller voir telle personne de ma famille ou tel ami, parce que le train est à 1 euro, voilà. 136 000, voilà. C'est 136 000 billets. Voilà. C'est pas neutre quand même en 3 jours sur la population qui est la nôtre. Et c'est là la démonstration, moi je suis très consciente de ce que tu disais Chloé, sur ce sentiment que la politique ne change pas la vie. Et ça, moi j'essaie d'apporter des preuves. Non, ce n'est pas vrai. La politique, elle peut changer la vie. Alors, elle peut changer la vie, là on le voit, quand on est sur 13 millions de personnes qui ont bénéficié d'un coût du trajet maximum 1 euro, ça change la vie. Ça change la vie en termes de pouvoir d'achat, ça change la vie en termes d'impact environnemental. Sur la question aussi, par exemple, de la filière hydrogène. Alors Jalil, là, à l'époque, il y était sous une autre casquette, il était président d'un réseau d'entreprises. Quand je l'ai rencontré, et beaucoup sont ici chefs d'entreprise, et quand je vous ai rencontré il y a de ça maintenant 6 ans, que je vous ai dit on va investir dans l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'avenir de demain. Pourquoi nous on va le faire? Un, c'est parce qu'on a des conditions naturelles hyper favorables pour produire de l'électricité verte. 2, c'est parce qu'on a des centres de recherche. On a dans notre région Occitanie des chercheurs qui sont très pointus sur la question de l'hydrogène. Donc on a la ressource pour la production. J'avais vu que l'Europe commençait à soutenir, et j'aurais dit on va candidater à un appel à projet européen, et on a été la seule région française à être sélectionnée, donc on a eu en termes clairs de l'argent européen de façon significative. Et ensuite je voyais que j'avais Alstom qui allait produire le train à hydrogène allemand en partie en Occitanie. J'avais une entreprise albigeoise qui aller développer le bus et puis le car à hydrogène. Et donc, on a créé tout cela. Et cette filière à hydrogène, je veux dire, en 7 ans, c'est plusieurs milliers d'emplois et surtout, c'est encore plusieurs milliers pour l'avenir. Donc là, moi, par ma façon de faire de la politique, c'est par la preuve. Et en plus, j'ai horreur quand je vois des petites phrases où on dit « Oui, mais enfin, la gauche de la preuve, il faut aussi la penser. » Non, mais attendez, depuis quand on peut imaginer que quand on fait, on ne pense pas? Non, mais c'est quand même un mépris sur la question de la réalisation. Je veux dire, il y a quand même, avant la réalisation d'une action, il y a toute une conception, il y a toute une pensée. Donc, et puis je trouve quand même que c'est très dangereux de la part de certaines élites d'avoir une dichotomie, une séparation, de dire oui, mais quand on fait, on ne pense pas. Alors, je m'excuse, quand on fait, c'est parce qu'on a beaucoup pensé. Et si on arrive à avoir des réussites, c'est parce que la pensée, elle a été aboutie. Et moi, je voudrais quand même ça le rappeler. C'est fondamental. Et donc, moi, je revendique d'être une femme politique qui fait, qui réalise, parce qu'avant,
On discute avec des experts comme toi, avec des chercheurs, avec la société civile. Et puis après, la question de rester connecté. J'irai rapidement sur ça. Ça, c'est fondamental parce que le pouvoir, il isole. J'ai été ministre et en effet, quand tu es ministre, tu vois des représentants de représentants. C'est-à-dire, on vient te parler d'un métier que les gens ne pratiquent plus depuis au moins 10 ans. Donc c'est des discussions mais qui sont complètement irréelles. Voilà. Et donc ça c'est fondamental d'être connecté, donc il faut être sur le terrain, il faut rencontrer des maires. Et ensuite il faut aussi développer des outils de démocratie participative parce que nous sommes toutes et tous les représentants de la démocratie représentative. Mais il faut ne pas avoir peur, il faut être conscient que d'avoir de la démocratie participative, ça alimente, ça régénère la démocratie représentative et que là non plus, il ne faut pas être dans les oppositions stériles. Je pense que dans là, les interventions des uns et des autres, et au premier rang, toi Jean-Marc, cette question aussi de la démocratie participative, que même dans des petites communes, il y ait des temps de régénération démocratique durant la durée du mandat municipal qui est de 6 ans, c'est fondamental aussi à bien prendre en compte parce qu'il y a une soif de nos concitoyens d'être associés plus régulièrement. Le niveau éducatif, le niveau d'information, il a augmenté. Il a augmenté de façon forte. Et les Français, ils ne sont pas en désintérêt de la politique. Ils sont en désintérêt de la façon qu'ont certains politiques d'exercer leur mandat. Ils sont au contraire, je pense, en termes d'aspiration pour être beaucoup plus impliqués et d'avoir une plus grande connaissance des sujets. L'éolien flottant. L'éolien flottant, quand on l'a développé, je peux vous assurer qu'il y en avait beaucoup d'opposition. Et on a tous mouillé la chemise, on a tous expliqué à la population ce que c'était que l'éolien flottant, en particulier sur les territoires riverains. Et bien au final, au moment d'être réélu, eh bien, on a été très très bien réélus dans ces communes, mais parce qu'on a fait un gros travail de pédagogie et on avait gagné la bataille. Et celles et ceux qui s'étaient opposés à moi au régional, leur premier argument contre moi, c'était l'éolien flottant, que ce soit à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Eh bien, ils ont été désavoués. Et ils ont été désavoués parce que nous avons porté le projet avec courage, nous l'avons expliqué, nous avons organisé des temps de démocratie participative. Et ça, c'est essentiel. Merci, Présidente. Belle tirade. Monsieur Wessous-Fort, vous avez été bien silencieux là, depuis tout à l'heure. Peut-être un mot, et puis vous pourrez poser peut-être une ou deux questions, parce qu'on est un peu minuté, là. On a 13h15 maximum, on n'a plus que 10 minutes. Donc, un mot, une ou deux questions, et nous conclurons ensuite, Madame la Présidente. Merci, je veux bien dire un petit mot rapide, une petite réflexion par rapport au rôle qui est le mien de président de l'association des élus d'Occitanie. Je parcours beaucoup évidemment les communes, je vais voir ce qui s'y fait et je constate à quel point il s'y fait des choses extraordinaires et finalement là avec des moyens qui sont extrêmement limités et avec une population qui accepte aussi les décisions qui ont été prises. Je vous remercie parce qu'il n'y a quand même pas si longtemps, il me semblait qu'on remettait en cause ces 36 000 communes. C'est une spécificité française, les 36 000 communes. On nous disait, mais vous vous rendez compte, ça n'existe pas ailleurs en Europe. Ça coûte cher, c'est nombreux, toutes ces secrétaires de mairie, ces maires. Franchement, aujourd'hui, les indemnités des maires, elles passent toutes dans le plein d'essence, il faut le savoir. Bon. Et vous avez posé deux problématiques. Problématique de l'action publique, on a du mal à la faire passer, surtout lorsqu'elle vient d'en haut, et la question de la démocratie et du respect de la confiance qu'on a vers les élus. Aujourd'hui, vous l'avez dit, la confiance, elle est plutôt présente chez les élus locaux. Et quand on a eu des crises il n'y a pas si longtemps, on a eu besoin de réactivité. Où c'est qu'on a eu le plus de réactivité lorsqu'il s'agit de régler les problématiques du Covid, de se mobiliser lorsqu'il y a eu la problématique démocratique des gilets jaunes? Qui c'est qu'on est venu voir? On est venu voir les maires lorsqu'il y a une problématique énergétique. La première des réponses, elle est sur le terrain, puisque les maires se mobilisent, apportent des réponses très concrètes. Donc je pense qu'il faut désormais aider ce tissu d'élus. Bien sûr qu'il faut de la démocratie participative, mais moi je vois à l'échelle d'une ville de Cahors, 20 000 habitants, comment il est difficile de la faire vivre. Je mets en place des conseils citoyens. Dans le même temps, vous avez des communes avec 120 habitants, vous avez l'ensemble des familles qui sont représentées. C'est pas ça le plus bel espace de démocratie qui existe. Sur la question, moi je ne comprends pas, sur la question de la réglementation, quand est-ce qu'on fait respirer tout ça?
On a parlé tout à l'heure du ZAN, de la problématique de l'urbanisme, mais honnêtement, mon PLUI, aujourd'hui, le règlement, il fait plus de 300 pages. Ce n'est plus possible, on a l'impression que l'État prend sa revanche. Il avait la compétence, au moment d'ailleurs où on a fait l'étalement urbain le plus important. C'était l'État qui avait la compétence. Il a donné la compétence aux maires, souvent aux intercos, et on a l'impression aujourd'hui qu'il prend sa revanche avec un carcan administratif qui fait que vous pouvez quasiment plus bouger. Quand est-ce qu'on va pouvoir faire respirer tout ça? Et puis pour terminer, on dit, et vous avez dit à quel point il y avait un risque aujourd'hui qu'arrive à la tête de l'État des personnes qui pourraient prendre quelques largesses avec la démocratie. Peut-être qu'on aura besoin à ce moment-là d'une démocratie locale vivante. Je rappelle que l'élection des maires, c'est avec la Troisième République, 1871, je crois, Jules Ferry. Je rappelle que pendant le gouvernement de Vichy, on a cessé d'élire les maires. Ce sont le gouvernement qui élisait les maires des communes de plus de 2000 habitants et les préfets qui n'élisaient pas, qui désignaient les communes dans les communes de moins de 2000 habitants. Eh bien, si on veut avoir un rempart demain contre un régime qui serait un peu moins démocratique, on aura beaucoup besoin de la démocratie locale. Donc prenons bien soin de la préserver. Merci Monsieur Vessouze-Fort, merci mesdames.